L'actualité internationale sur e-Radio. Bienvenue à tous. Lancement des travaux d'alimentation en eau potable de l'UGB. Finalement, les ministres annoncés n'ont pas effectué le déplacement. Une absence sans doute imposée par les menaces des étudiants. Ils les ont déclarés indésirables pour dénoncer, disent-ils, les lenteurs dans l'affaire de leurs camarades tués lors d'une manifestation de Saint-Louis. Momar Alisnyang, bonjour. Oui, bonjour Khalifa. Effectivement, vous avez eu raison. Il n'y a pas eu de cérémonie pour le lancement des travaux pour la disponibilité de l'eau potable à l'Université Gaston Berger. Les ministres de la République ont finalement respecté le dictat imposé par les étudiants qui leur interdisent l'accès en ces lieux tant que lumière n'est pas faite sur l'affaire Mohamedou Falloussen. Ce sont finalement les responsables de la SONES et du CROUS qui, en présence de la presse, ont effectué le lancement des 10 travaux. Les étudiants, par la voix de Alun Gay que nous avons interpellé, estiment qu'il n'était même pas besoin de procéder au lancement de ces travaux, puisque ces travaux ont démarré depuis belle lurette. Mieux, les étudiants estiment qu'après seulement 2 jours, après qu'ils aient installé le monument en mémoire de feu Falloussen, ils ne pouvaient pas se permettre d'accueillir au sein de l'espace universitaire une quelconque autre cérémonie. De toute façon, ils campent et restent sur leur position, comme vous l'avez dit tantôt. Tant que lumière n'est pas faite sur l'assassinat de leur camarade Mohamedou Falloussen, aucun ministre de la République ne franchira l'espace universitaire. Sans lui, Momar Alisnyang et Radio. Momar Alisnyang, des étudiants qui déclarent des autorités gouvernementales persona non grata, un comportement qui pose la problématique de l'autorité au Sénégal. À l'UGB, les pensionnaires donc ont brandi cette menace contre les ministres, je le rappelle, de tutelle et celui de l'hydraulique Mary Teuw Niane et Mansour Faye respectivement, qui étaient attendus pour le lancement de ces travaux, finalement qui ont préféré ne pas prendre part à cette rencontre pour certainement éviter un débordement ou des violences. Ousmane Gueye. Des autorités empêchées de se rendre quelque part, Amedounba y voit surtout des calculs de la part des tenants de l'État pour éviter la catastrophe, certains drames pesant encore sur les consciences. C'est pour sauvegarder l'ordre, éviter des conflits. Parce que aussi, c'est des univers clos qui font que pour y aller aussi, il faudrait mobiliser une certaine force pour pouvoir se mettre en face de ceux qui veulent pas que l'autorité accède à tel ou tel endroit. Et ça, logiquement, ça va vers des affrontements. Et des affrontements, on ne les crée pas si l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Mais à force de calculer, autrement dit de donner raison aux étudiants et autres acteurs, ne peut-on finalement pas parler de crise de l'autorité? Le sociologue répond ceci. De fait, ces étudiants, comme vous le dites, ne parlent pas d'autorité, mais ils ont un pouvoir en tout cas. C'est un pouvoir qui est là. Et aussi les autorités politiques, c'est des gestionnaires. Ils gèrent. Quand on dit gérer, comme on le dit, c'est prévenir. C'est prévenir parce que, s'il y a confrontation, en général, c'est l'autorité qui est indexée. Donc l'autorité aussi est des fois très frileuse quand il s'agit d'aller en confrontation directe avec des groupes de population. C'est une chose qui est là. Mais l'enseignant-chercheur à l'UGB reconnaît que l'autorité est en train de s'inverser, les gouvernés prenant de plus en plus le dessus sur les gouvernants. Centre Talibou Dabo, la sous-section du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale menace d'aller en grève. Ses membres dénoncent, disent-ils, le non-respect des accords signés avec les autorités de tutelle ainsi que leurs mauvaises conditions de travail, selon leurs termes. Ils ont rencontré la presse ce matin. Écoutez Idriss Diallo, il est le secrétaire général de la sous-section Sud-Sas du centre. Propos recueillis par Mohamedou Kandji. En 2017, le ministre avait promis que le centre Talibou Dabo sera un centre de référence en octobre 2018. Aujourd'hui, on voit que vraiment la promesse du ministre n'a pas été tenue. Deuxièmement, il n'y a pas de transparence dans la gestion du centre parce qu'aujourd'hui, on ne maîtrise plus les entrées, on ne maîtrise plus les sorties. Le personnel est là depuis des années sans être recruté, ne bénéficiant même pas d'un contrat de bon
et d'IFON. Ils n'ont même pas de prise en charge sociale, ils n'ont même pas de prise en charge médicale. Or, c'est des agents qui travaillent dans la santé. Depuis des années, le centre devait être érigé en établissement public de santé, mais jusqu'à présent, nous attendons. Nous allons prendre nos dispositions. Après ce point de presse, nous allons partir dans des mouvements de grève parce que le préavis qui avait été suspendu en 2017 a été levé depuis longtemps. E-Radio, il est 12h06, la suite du journal. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. La controverse autour de la loi sur la médecine traditionnelle, les tradipraticiens qualifient le tir groupé des pharmaciens et médecins d'intéressés. Ils parlent de diabolisation de l'activité qui pourtant, disent-ils, a fini de faire ses preuves, même s'ils déplorent tout de même les agissements de quelques imposteurs. Falundong. Donner des médicaments aux patients, c'est l'apanage exclusif du pharmacien, selon Dr Pape Alioune, pharmacien de profession. Car vous savez, entre le médicament et le poison, il n'y a qu'un seul pas, et ce pas, c'est la dose. Et malheureusement, le tradipraticien, quand il va vous parler de pincettes, de poignées, donc la dose n'est pas exacte. Il y a un problème de posologie. Nous disons que on peut travailler ensemble dans la recherche, mais quant à la question de ce que le patient va recevoir, ça ressort vraiment du monopole du pharmacien. Pour le pharmacien, les traitements prescrits par les tradipraticiens peuvent être nocifs à la santé du patient. Donc ça peut être vraiment nocif pour les patients. Il n'y a pas d'études aujourd'hui qui confirment par rapport à l'insuffisance rénale au niveau d'insuffisance rénale au Sénégal, mais sachant que ces doses peuvent avoir vraiment des effets sur les reins des patients. Des accusations que les tradipraticiens balayent d'un revers de la main. Serigne Lamine Barafal, tradipraticien. Nous, les médecins tradipraticiens, on a appris la plante dans toute sa globalité sur les principes actifs des plantes et les molécules de toutes les plantes. Moi, j'ai visité la Chine, j'ai visité le Japon, mais au Japon et en Chine, aucun des médecins ne peut pas avoir son doctorat sans pour autant valider son cursus de la médecine traditionnelle. Pour lui, les médecins et autres pharmaciens qui se dressent contre leur activité sont tout simplement des jaloux. C'est un peu de la méchanceté ou bien de la jalousie, parce que tous ces médecins-là, en général, ils ont des cabinets privés. De leurs cabinets privés aussi, ils veulent faire des chiffres d'affaires. Or, nous aussi, on travaille dans d'autres angles. Parce qu'au niveau, on a fait beaucoup de résultats. La preuve en est que 80% de la population sénégalaise viennent chaque jour dans nos cabinets pour nous consulter et faire des traitements. Quoi qu'il en soit, le projet de loi sur la médecine traditionnelle continue de diviser les professionnels de la santé et le constat est clair, de nombreux Sénégalais sont favorables à l'activité des tradipraticiens. Falun, nous parlons de beauté féminine dans la santé avec les artifices qui rendent belle mais qui peuvent provoquer des conséquences fâcheuses. La pose par exemple de faux cils ou encore des lentilles plus pour l'esthétique que pour la vue. Le médecin-chef du district sanitaire de Kaolack décommande énergiquement les pratiques sans l'avis d'un spécialiste et à Dakar, la tendance semble prendre le dessus sur les dégâts pourtant bien connus. Oumou Kalsoumba. Silhouette imposante, teint noir, vêtue d'une robe en wax multicolore, assortie avec son vernis à ongles, Astoumbay est prête à tout pour rester belle. Oui, tout. D'ailleurs, elle nous montre avec fierté ses fossiles. Oui, je pose souvent des fossiles. La dame qui me le fait est une experte. Moi, je suis pour tout ce qui peut m'embellir. Trouvée dans son atelier de couture, Salimata repasse la tenue d'une cliente. Pour elle, pas besoin d'artifice pour être belle. Mata, comme l'appellent affectueusement ses proches, préfère rester naturelle. Moi, je les conseille de ne pas le faire parce que c'est pas bon pour la santé. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le déconseille même pas. Je ne le pense même pas pour le faire. Ma soeur s'est fait tatouer, mais elle a fait des boutons. C'est parce que c'est pas des bons produits, c'est pour ça. Pas bon pour la santé. Moi, je ne le ferai pas. Justement, sa cliente Fatou nous raconte sa mésaventure. Elle ne s'en cache pas. Plus question de poser des fossiles. J'avais l'habitude de poser des fossiles, mais j'ai arrêté car j'avais des problèmes de vision. Je me limite au maquillage. J'ai aussi arrêté de faire des faux ongles. Mais pour les fossiles, je le déconseille à tout le monde. Mes yeux étaient rouges, j'avais mal. Comme le dit la dame,
adage « il faut souffrir pour être belle ». Voilà pourquoi à Dakar, les salons de coiffure ne désemplissent pas. Les femmes ne lésinent pas sur les moyens pour poser des faux cils, des lentilles et faire des tatouages. Mais à quel prix? Sont-elles conscientes des conséquences sanitaires? Apparemment non. Oumou Kalsoumba, l'utilisation de ces accessoires pour l'esthétique peut être à l'origine, bien entendu, d'infections. C'est ce que souligne le docteur Massaer Ndiaye, le généraliste, déconseille vivement l'usage de ces produits. Il est au micro de Oumou Kalsoumba. Aussi bien des tatouages que les poses de cils. Il faut d'abord que les gens comprennent que ces opérations, parce que je les appelle opérations, parce qu'on utilise des instruments, doivent se faire dans des lieux sûrs, parce que ces instruments qu'on utilise doivent être stérilisés. C'est-à-dire ne doivent pas avoir, si vous voulez, des germes pouvant contaminer les personnes. Parce que vous savez, voilà, il y a beaucoup de maladies que ces instruments souillés, par exemple, peuvent créer. Parce qu'il y a des maladies infectieuses. Nous sommes à l'ère du HIV. Donc, si aujourd'hui ce matériel n'est pas bien pris en charge, on peut contaminer une personne. Ces lentilles nécessitent un entretien. Parce que non seulement ces lentilles, il faut qu'ils soient plongés dans du sérum physiologique après les avoir enlevées, mais il faut également les entretenir au niveau de l'œil, parce qu'il faut mettre régulièrement ce qu'on appelle des lubrifiants oculaires pour ne pas entraîner une sécheresse oculaire, qui peut, cette sécheresse oculaire peut entraîner une ulcération, par exemple, de la cornée, et à la limite entraîner une cécité, c'est-à-dire la personne perd sa vision. Donc vous voyez. 12h12, la suite du journal avec les agents de sécurité de marché Boubès qui lancent l'alerte. Ces vigiles engagés par les commerçants craignent pour leur propre sécurité. Le marché, selon les agents, est en permanence dans le viseur de malfaiteurs, ce qui les expose, disent-ils, à l'irréparable. Qui plus est, les conditions matérielles de leur emploi ne sont pas très motivantes, souligne-t-il. Un sujet de Sekou Sedi, récit par Ibrahim Ndiaye. Cet agent de sécurité au marché Boubès de Guédiawaye est très en colère. Tard dans la nuit, il n'a qu'un bâton pour assurer la sécurité de ce lieu face aux nombreuses menaces. Abdoulaye Diop, un des responsables. Il y a beaucoup de menaces ici. On subit tout le temps des agressions. Parfois, il nous arrive de ne pas intervenir parce qu'on a peur qu'on s'en prenne à nos familles. Au-delà des risques, ces agents dénoncent l'absence de matériel et un salaire dérisoire. Nous avons beaucoup de problèmes. On nous paie un salaire dérisoire alors que nous sommes chargés d'assurer la sécurité jusqu'au petit matin. Ces agents de sécurité au marché Boubès de Guédiawaye lancent un appel aux autorités locales. Ils demandent plus de soutien de la mairie de Wakinan Nimzat. 12h13. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. Des grèves sans motif crédible à la veille de fêtes, comme c'est le cas à l'heure actuelle avec les fêtes de Noël à venir. Un constat de parents d'élèves qui soupçonnent là un moyen pour les potaches d'anticiper les vacances. Pour éviter le schéma cette année à Ziguinchor, les parents entendent aller à la rencontre des élèves. Mamadou Diagne. Anticiper et prolonger les fêtes, une tradition dans les établissements du moyen et du secondaire de la région de Ziguinchor. Une situation qui inquiète les parents d'élèves et qui ne s'empêche pas de le faire savoir. Alpha Barry est le secrétaire général de l'association régionale des parents d'élèves de Ziguinchor. Bon, cette remarque-là, elle est là, présente à nous tous, à nos yeux, à nos oreilles, à notre vécu quotidien. C'est une situation qui n'est pas agréable. Je ne sais pas qu'est-ce qui les motive. Sortir des classes une semaine avant les congés réels, suivant le calendrier du découpage de l'année scolaire, qu'on regrette en tant que parents. Et si, naturellement, ils s'adressaient à leurs parents, certainement, cette session-là ne serait pas vécue de cette façon-là. Les élèves quittent la classe, ils vont déloger d'autres écoles. Et tout le monde est dans la rue. Pour y mettre un terme, ces parents d'élèves comptent sensibiliser les potaches sur les conséquences de ces actes qui ne les honorent pas. Il faut sensibiliser les élèves, il faut prendre contact avec eux, échanger avec eux pour dire que c'est bien perdu. À l'urgence,
Il faut une concertation interne d'abord des parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, avec l'inspection d'académie. L'appel, c'est qu'ils prennent conscience. Mais ça, c'est un appel presque au bout du fil. Maintenant, nous allons prendre nos dispositions. On va s'entretenir, dégager des stratégies pour les sensibiliser davantage. À l'approche des fêtes de fin d'année, ces parents montrent leur inquiétude et espèrent que cet appel soit entendu par les élèves afin de mettre un terme à ces pratiques. L'actualité internationale sur e-Radio. Bokar Alfakan, bonjour. Bonjour Khalifa Diakhaté. La commission électorale indépendante de la RDC a officiellement reporté les élections générales au 30 décembre prochain. Tout à fait. 5 millions de bulletins de vote ont dû être commandés à la suite de l'incendie de l'entrepôt de la CENI qui a détruit, je le rappelle, 80% du matériel électoral destiné à la capitale Kinshasa. La CENI se dit donc être dans l'incapacité technique d'organiser le scrutin le 23 décembre à Kinshasa qui concentre 10% de l'électorat national. Alors, Corneille Nangaa, président de la CENI, s'est exprimé hier au cours d'une conférence de presse organisée après une rencontre avec les différents candidats à l'élection présidentielle. Nous l'écoutons. Les machines préalablement affectées au titre des stocks tampons des entités administratives ont été ramenées des provinces vers Kinshasa. Problème tout de même, ces stocks tampons ne contenaient pas de bulletins de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. L'arrimage de ces machines issues du stock tampon avec les nouveaux bulletins imprimés requiert, entre autres, non seulement la configuration, mais aussi l'initialisation de ces dernières en vue de les rendre compatibles aux circonscriptions de Kinshasa. Il faut pour cette opération un minimum de 60 heures, ce qui signifie qu'elles ne pourront être prêtes que le 25 décembre 2018. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tienne le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Alors, Martin Fayulu a tout de suite réagi à ce report en accusant le président Joseph Kabila de manipuler la CENI. Martin Fayulu. Les conseils de sécurité étaient ici au Congo, à Kinshasa. Et ces conseils de sécurité ont demandé à toutes les parties prenantes de trouver un consensus sur tous les points qui posaient problème. Les évêques de la CENCO ont demandé à toutes les parties prenantes de faire un effort, de se dépasser pour trouver un consensus. Nangaa, M. Nangaa avec son arrogance, continue à définir tout le monde. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a des réunions qui sont organisées entre certains membres de la communauté internationale et M. Kabila. Qu'est-ce que, et pour les réponses des élections, qu'est-ce que M. Kabila vient faire dans cette affaire? Quelle est son obligation? On ne nous a pas dit que la commission électorale nationale était indépendante, que c'est elle qui devait organiser les élections sur tout le plan. Quelle est l'implication de M. Kabila? Donc on comprend bien que c'est M. Kabila qui dirige la CENI. Donc nous trouvons cette situation assez loufoque. Nous trouvons que ce comportement de M. Nangaa, c'est un comportement qui viole les lois de la République, qui viole la loi électorale, qui viole les calendriers électoraux. C'est un manque de respect total au candidat président de la République. Boycott des législatives par la coalition de l'opposition, ce boycott a été bien suivi au Togo. Oui, et c'est une bien faible mobilisation qui a été constatée hier. Le taux de participation ne devrait pas dépasser les 30%. Jean-Pierre Fabre, un des leaders de l'opposition, est très en colère contre la CEDEAO et estime que cette élection est nulle et de nul effet. La CEDEAO, elle fait ce qu'elle veut. J'ai été très déçu ces derniers temps par son attitude, parce que le minimum aurait pu être
une interrogation, une tentative de faire en sorte que le pouvoir en place applique la feuille de route, dont le minimum qu'on puisse dire est qu'elle a été à plusieurs reprises violée. Elle a été violée en raison de la non mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Et la feuille de route a été violée en ce que ces élections ne sont pas inclusives. L'organisation des élections n'est pas inclusive. C'est plutôt une organisation unilatérale des élections qui donc constitue une violation de la feuille de route. Prenons notre destin en main. Je ne sais pas pourquoi tout le temps on parle du CEDEAO et tout ça. Quel est l'intérêt? Si la CEDEAO fait quelque chose, il faut le dire. La CEDEAO, elle aurait dû faire respecter sa feuille de route. Elle n'a pas fait. Nous aurions pu nous trouver à redire sur la feuille de route. On l'a accepté. On l'a accepté. Elle aurait dû faire le minimum de pression pour que la feuille de route soit mise en œuvre. C'est les recommandations, tout ce qu'elle avait prescrit dans la feuille de route, elle aurait dû faire en sorte que ça soit appliqué. Elle ne l'a pas fait. Maintenant, je ne me préoccupe pas de la CEDEAO. Nous disons déjà que pour nous, ces élections sont nulles et de nul effet. Le pouvoir en place a subi un désaveu cinglant. Vous avez vu un peu partout, les populations sont restées chez elles. Ce sont des élections qui n'ont aucun sens. Et nous allons lutter pour que ces élections soient annulées, purement et simplement. Plus près de chez nous, au Mali, l'ONU sanctionne 3 contrevenants à l'accord de paix de 2015. Alors, l'accord de paix d'Alger avait été signé en 2015 par la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, la plateforme groupes armés pro-gouvernementaux et l'État malien dans le but de mettre fin au conflit dans le nord du Mali. L'ONU a fini par constater que certains signataires, par leurs activités criminelles, entravaient de fait la mise en œuvre de l'accord. C'est pourquoi, après plusieurs avertissements, le Conseil de sécurité de l'ONU a désigné hier et à l'unanimité 3 Maliens accusés d'entraver le processus de paix dans le nord du pays. Les 3 individus sanctionnés, avec effet immédiat, ont été identifiés dès le mois d'août dernier par les experts du comité des sanctions de l'ONU. Leur profil donne une idée claire des acteurs qui gravitent dans le nord du Mali et qui nuisent à la mise en œuvre de l'accord pour satisfaire des intérêts particuliers. Les 2 premières personnes ciblées font dans le trafic de drogue. Il s'agit d'abord de Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Il est membre de la coalition pour le peuple de l'Azawad. Il est accusé d'entretenir des liens avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, dans la région de Tombouctou et de Gao. Ce groupe a mené des attaques meurtrières contre des camps militaires des forces de sécurité maliennes. Le second que l'ONU sanctionne, c'est Ahmadou Ag Asriou, membre du Gatia, un groupe pro-gouvernemental. Les experts onusiens l'accusent d'être engagé depuis 2016 dans la sécurisation de convois transportant de la résine de cannabis. Ce trafic de drogue lui permettrait ensuite de financer des attaques contre les forces maliennes. Le troisième homme se présente comme un homme d'affaires, bien connu à Kidal. Il s'appelle Mahamadou Agrissa et il est membre du HCUA, Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, issu de la rébellion. Il serait à la tête d'un réseau de contrebande de pétrole entre le sud de l'Algérie et la ville de Kidal. Il participe activement au trafic de migrants et est accusé de travail forcé, exploitation sexuelle et punition corporelle. À travers ces sanctions, les diplomates de l'ONU veut envoyer un signal pour condamner les abus des droits de l'homme et les activités terroristes qui nuisent à l'accord de paix. Ces 3 hommes sont désormais interdits de voyager. Ils ne pourront plus, par exemple, aller se faire soigner en Afrique du Nord. Un gel de leurs avoirs est également envisagé. Enfin, le Conseil de sécurité pourrait, dans les jours à venir, élargir ces sanctions à de plus hauts responsables. Bokar Alpha Kane, merci. Mohamedou Kandji nous retrouve dans un instant. Le journal des sports de e-Radio. Mohamedou Kandji, bonjour. Bonjour Khalifa. Gagner ou gagner chez la manche retour, seul objectif de Génération Football. Oui Khalifa, le club de Denis Biram Ndao est très confiant pour une qualification au prochain tour de la Coupe CAF. Les Grenans sont déterminés si l'on en croit Demba Mbaye, coach de Génération Foot. Il est au micro de Sekou Seydi. Un petit brin de confiance qui va permettre à nos attaquants de mettre les ballons pour en défiler. Mais pour moi, ce match peut être un déclic. Je pense qu'on a beaucoup parlé, beaucoup échangé. Les dirigeants se sont beaucoup investis, le directeur technique aussi. On a
On a eu, dès la fin du match, à échanger avec les joueurs. On a eu à remobiliser nos troupes. Et moi, j'ai bon espoir que lors de ce match-là, notre attaque, qui est jeune, hein, parce que c'est ça aussi, nous avons en pointe un jeune qui, l'année dernière, jouait le championnat junior et à qui, aujourd'hui, on demande d'être immédiatement prêt. Bon, nous, dans notre académie, la philosophie, c'est qu'on laisse le temps au temps. On laisse aussi le temps aux jeunes pour grandir. Et aujourd'hui, après 3 matchs de Coupe CAF, on sait que l'ensemble de notre groupe a grandi. 16e de finale, retour de la Coupe CAF. Le Hassania Agadir ne cache pas ses ambitions. Le club marocain veut renouer avec la victoire à Dakar après sa victoire lors de la manche aller 2-0 devant Génération Foot. Le coach du club Hassania Agadir, Oucherif Mustafa, selon lui, l'équipe est sereine et que tout est fait prêt pour prendre le dessus sur Génération Foot. Oucherif Mustafa, que nous écoutons également au micro de Sekou Seydi. C'est vrai, on a gagné à Agadir 2-0, mais on sait qu'on va jouer un match très difficile ici. On va essayer de faire le maximum de défendre les buts. Oui, c'est la manière, ça reste une manière qui va être différente par rapport au match d'aller. On sait qu'on va jouer avec des autres conditions. Ce terrain, on va jouer dans un terrain synthétique. Aussi, on va essayer d'être clair et de jouer sur les petits détails. C'est vrai, on va essayer de faire le maximum et les joueurs aussi savent qu'il va avoir un match très difficile, mais on est confiant, on est à l'aise, on est bien. Au niveau mental aussi, on insiste maintenant sur la fraîcheur des joueurs pour être prêts au niveau mental et au physique. Mamadou Kandji, tournoi de basket de montée en première division tenu à Dakar. Oui, et c'est pour parler de Ziguinchor. Aucune des équipes de la région ayant pris part à ce tournoi n'a pu se qualifier pour jouer en division supérieure. Désolation et déception chez les acteurs qui regrettent le manque de soutien et d'accompagnement de la part des autorités municipales et administratives de la région. Pape Ibrahim Ndiaye. Un retour à la maison difficile pour les clubs de Ziguinchor. Un tournoi compliqué pour les joueurs. Au final, ni Hassan Sek Université Club ni CMT ne sont parvenus à rejoindre l'élite du basket national. Ibrahim Assar, l'entraîneur de CMT Basket Club de Ziguinchor. Premièrement, ce qui n'a pas marché, c'est au niveau du jeu d'abord. Au niveau des filles, elles étaient très fatiguées parce qu'on n'avait pas eu assez de temps pour la récupération. Donc c'est ça que je disais, il y avait un manque de présence au niveau de la ligue d'abord. C'était notre dernière année pour monter en première division. Malheureusement pour nous, malheureusement pour la région de Ziguinchor, c'est vraiment dommage pour la région. Donc il n'y a même pas une équipe en première division. Ces représentants de Ziguinchor au tournoi de montée en première division estiment avoir été laissés à eux-mêmes. Ce qui doit régler ça, c'est le directeur technique de la ligue. C'est lui qui doit assister l'équipe pour voir comment l'équipe peut jouer et récupérer. Donc on n'avait pas ça au niveau de Dakar. On n'avait pas assez d'aide au niveau des autorités locales. C'est ça qui nous a beaucoup marqué. À notre 4e année, les autorités, on ne sent pas nos autorités, on ne sait rien. Pour ces équipes de basket de Ziguinchor, l'heure est à la remobilisation des troupes. Il s'agit de se préparer pour bien aborder la saison à venir. Khalifa, voilà qui met fin à cette page des sports. Mais l'actualité sportive continue sur www.imedia.sn que nous félicitons encore une fois. Merci Mohamedou Kandji. Mohamedou Kandji qui ferait bien l'imam aujourd'hui avec le joli Djampout, mais certainement pas le coach. Merci. Et nous parlons justement de l'imama au Sénégal. Dans certaines mosquées du pays, le constat est notoire, le choix de l'imam divise. Pourtant, les critères semblent bien clairs dans le texte coranique, mais la mise en pratique pose problème. Awa Diop. Le Sénégal, un pays où on trouve des mosquées partout, l'imama pose donc souvent problème. Alors que la religion a réglé la question, les différences persistent encore dans les mosquées. Selon Mamadou Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses, l'imama au Sénégal repose souvent sur des critères pas très clairement définis. L'imama au Sénégal n'est pas bien organisé. Il n'y a aucune institution qui veille là-dessus. Par contre, quelquefois, pour être imam, il suffit d'initier la construction d'une mosquée ou d'être le premier habitant
gens du quartier, d'être parmi les notables. Comment désigne-t-on un imam dans une mosquée selon l'islam? Dr Khadim Baké, chercheur à l'IFAN. Les critères ne varient pas en fonction des pays. Ce sont des critères fixés par le prophète Mohammed, Allah lui accorde sa miséricorde. Donc il s'agit de la connaissance, de la parfaite connaissance de la religion en termes de maîtrise des règles de la prière, donc de connaissance de tous les détails relatifs aux pratiques de la prière musulmane. Selon les deux experts, le manque d'organisation, les conflits d'intérêts et les enjeux matériels et financiers sont les principales sources de tensions dans les mosquées. Il y a des questions d'intérêt. En vérité, c'était parti pour être des bénévolats. Aujourd'hui, les imams sont intéressés pour plusieurs choses. Il faut dire que c'est une sorte de mafia, que ce n'est pas un salaire qu'on leur verse. Et tout le monde sait que les vendredis et autres, il y a de l'argent qui circule quand on construit la mosquée. Certes, il y a des commissions un peu formelles qui sont créées, mais en général, tout tourne autour de l'imam. Dans ces conditions, comment peut-on résoudre ce problème? La solution reste la création d'un conseil supérieur islamique, comme il en existe par exemple au Mali. Le Mali, qui est bien plus grand que le Sénégal, possède un conseil supérieur islamique qui est représentatif et qui est bien écouté par l'État. Une ligue des imams et prédicateurs a été créée il y a de cela des années avec l'objectif de mieux organiser les mosquées, une institution qui a encore du pain sur la planche. GD16 vous offre la revue de presse. Ousmane Gueye. Ila Touba livré aux automobilistes. C'est désormais chose faite. Le président de la République a inauguré hier ce qu'il considère comme l'un des plus grands projets d'infrastructure. La preuve, et Macky Sall le précise dans Sud Quotidien, le financement estimé à plus de 400 milliards CFA a été fastidieux. Mais peu importe le prix, il fallait y aller pour donner à la cité religieuse la place qu'elle mérite du fait de sa contribution à l'économie nationale. Cette conviction affichée fait dire à Enquête que Macky Sall décrète Touba seconde ville économique. En signe de reconnaissance, c'est un tapis rouge qui a été déroulé au candidat à sa propre succession en février, comme le rapporte Libération. Plus qu'un tapis rouge, ce sont même des assurances en perspective de la présidentielle. Oui, le khalife général satisfait a prié pour que toutes les ambitions de Macky Sall dans ce pays se réalisent. Quiconque travaille pour Cheikh Amadou Bamba recevra une belle récompense qui sera au-dessus de ses attentes. Ces propos de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké sont aussi repris par les Échos qui évoquent une inauguration populaire et en grande pompe pendant que Source A parle d'une mobilisation dingue. Tout simplement. Mais Touba, content et reconnaissant, a-t-il pour autant appelé à un vote pour le président de l'Alliance pour la République? Il ne faudrait pas aller si vite à lire Source A. Source A relève que la capitale du mouridisme laisse Macky Sall entre les mains du fondateur, mais s'abstient de tout ndigal, comme pour dire que Touba laisse Sall entre les mains de l'électeur. Khalifa Babacar Sall, électeur et même candidat, c'est tout le sens de la bataille judiciaire qui se joue ces jours-ci. Et au cœur de cette bataille, l'ultime qui c'est la survie politique même de l'ex-maire de Dakar, comme l'indique la une de Vox Populi. Khalifa joue sa vie politique le 3 janvier. Pourquoi cette date? Eh bien, c'est ce jour-là qu'il devrait être fixé sur son sort dans l'affaire de la caisse d'avance. Autant dire, pour faire plus simple, dans 15 jours. Vox Populi rend compte de débats passionnés qui sont étalés sur plusieurs heures hier sur la Corniche Ouest. Un procès fleuve en cassation donc, pour reprendre le titre de Source A. Selon les Échos, les avocats du socialiste essaient de faire durer le procès. En attendant le 3 janvier, Khalifa Babacar Sall devra donc patienter. Une attente nerveuse, titre Enquête. Le journal, dans sa livraison de ce vendredi, s'intéresse également, et ça conditionne même le scrutin, s'intéresse donc au retrait des cartes d'électeurs. Près de 400 000 toujours en souffrance, d'où l'initiative du collectif de la société civile pour les élections, l'ONG 3D et l'USAID pour encourager la distribution des documents. Nous espérons que les relais vont s'impliquer activement pour aider les citoyens à aller retirer leurs cartes d'électeurs, dit l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique lors du lancement officiel du programme Sunubat. Sunubat ou Sunu Élection, comme l'indique Sud Quotidien. Une chose est sûre, la société civile entend jouer sa partition, explique le président du collectif Babacar Gueye, selon qui l'Union des magistrats du Sénégal, l'UMS, s'implique également pour une revitalisation de la pratique démocratique. À la place d'une revitalisation du paiement des bourses, Libération fait plutôt état ce matin de dysfonctionnement à l'origine du retard dans le paiement des bourses
de mai 2018. Et le ministre de l'Enseignement supérieur qui a blanchi la direction des bourses dans cette affaire à tout faux, révèle les confrères reprenant le rapport de l'inspection générale d'État. Libé parle même d'une scandaleuse agitation de Mary Teuw Niane. Pourquoi s'empresse-t-il à dire le contraire de la vérité, semble se demander le journal, pour un dossier aussi grave ayant conduit à de malheureux incidents, et l'incident des incidents étant la mort de l'étudiant Fallou Sène à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La vie privée sous l'angle du football, également à l'épreuve des fake news, et la victime s'appelle Mané. Devinez Sadio Mané. Son mariage annoncé en Tunisie le 5 janvier avec une sorcière du pays mais résidant en Angleterre est une pure invention. Les Échos reviennent sur cette pure invention, une manipulation pour prendre les termes du quotidien, démenti sur toute la ligne par l'entourage du joueur. GD16 vous a offert la revue de presse. Voici ce qui a fait l'essentiel de ce journal. Alimentation en eau potable de l'UGB. Les étudiants ont dicté leur loi ce matin aux autorités gouvernementales. Les ministres de l'hydraulique Mansour Faye et de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane n'y ont pas assisté suite à des menaces proférées par les étudiants à la rencontre. La polémique autour de la loi sur la médecine traditionnelle, médecins et pharmaciens dénoncent. Les praticiens parlent de jalousie et de mauvaise foi. Dossier consacré aujourd'hui à l'imama au Sénégal, un statut à l'origine de beaucoup de conflits dans différentes mosquées du pays. RDC, la présidentielle reportée au 30 décembre prochain. L'opposition dénonce une décision unilatérale et non fondée. Journal présenté par Khalifa Diakhaté, réalisation Mohamedou Kandi, mise en onde Serigne Saliou Dème et Aliou Diassé. Dans un instant, tout de suite même, le légendaire Salim To pour vous souhaiter bon appétit. 13h, retrouvé Aminata Ndong et dans un instant, de 19 de Migui Maram Ndiaye, journal de la présidentielle. Tout de suite après, vous aurez le plaisir de suivre Tonton Ada et Sile Mouniol. Excellent après-midi. Lam yaa gumor la